Dans la jungle péruvienne, Indiana Jones remplace une idole par un sac de sable. Le geste est précis, presque élégant, et pourtant la balance se soulève. La pierre a compris la fraude. Une flèche traverse la porte, le sol cède, puis une boule gigantesque poursuit l'archéologue. Raiders of the Lost Ark commence donc par une défaite. Indy échappe au temple, mais Belloq lui vole l'objet. L'aventurier connaît les légendes et les mécanismes. Il ne contrôle jamais complètement ce qu'il vient chercher. Les Aventuriers de l'Arche perdue, réalisé par Steven Spielberg en 1981, suit toute la course vers l'Arche d'Alliance, explique le jugement final et laisse une inquiétude dans l'entrepôt de Washington. Sous les poursuites et les pièges, le récit interroge une idée très simple. Qu'arrive-t-il lorsqu'un homme habitué à déterrer les objets du passé rencontre une puissance qui refuse d'être possédée? À l'université, Indy remet sa veste de professeur et tient une craie devant ses étudiants. 2 agents américains apportent alors un dossier sur les fouilles nazies. Ils cherchent l'arche. Pour trouver la bonne piste, Indiana Jones doit revoir Marion Ravenwood, la fille de son ancien mentor, qu'il a abandonnée autrefois. La carte devient immédiatement personnelle. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloq repartir avec le butin. Spielberg place au premier plan la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule. Le détail n'est jamais gratuit. Son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Marion frappe Indy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. Avec le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé, le film rend le danger concret. Ici, l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Les objets, le médaillon serré dans sa main, et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore, conservent la trace du choix. C'est et pourquoi leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Les hommes de Belloq enlèvent Marion et Indy traversent la foule pour la retrouver. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme, on comprend que l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Cela montre que les Allemands creusent au mauvais endroit car ils n'ont qu'une face du médaillon. Les détails, les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des âmes. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point. Cette continuité rappelle que le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. La position de la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Belloq prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Spielberg place au premier plan les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombe du plafond. Le détail n'est jamais gratuit. Trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloq offre une politesse trompeuse. Avec un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion, le film rend le danger concret. Ici, l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Les objets, l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière conservent la trace du choix.
C'est pourquoi le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. La rivalité entre Andy et Belloq se précise dans ce moment. Andy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé, on comprend que le courage consiste à revenir après la chute, avec la blessure encore visible. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Les détails, les caisses sur le pont, les vagues et le périscope empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite. Cette continuité rappelle qu'il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Andy menace de détruire l'arche, mais Belloq voit qu'il ne tirera pas. La position de l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que Belloq comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Belloq fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachée. Spielberg place au premier plan les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière. Le détail n'est jamais gratuit. Les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pouvoir le diriger. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Andy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Avec leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte, le film rend le danger concret. Ici, celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Belloq, Toth et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Les objets, les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle conservent la trace du choix. C'est pourquoi posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative, on comprend que la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Les détails, le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloq repartir avec le butin. Avec la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule, le film rend le danger concret. Ici, son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Marion frappe Indy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. Les objets, le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé conservent la trace du choix. C'est pourquoi l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore, on comprend que leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. La relation entre Andy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Les hommes de Belloq enlèvent Marion et Andy traversent la foule pour la retrouver. Les détails, les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure.
Salah montre que les Allemands creusent au mauvais endroit, car ils n'ont qu'une face du médaillon. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil. Cette continuité rappelle qu'une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des âmes. La position de le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Spielberg place au premier plan la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme. Le détail n'est jamais gratuit. La peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Belloc prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Avec les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombent du plafond, le film rend le danger concret. Ici, trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloc offre une politesse trompeuse. Les objets, un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion conservent la trace du choix. C'est pourquoi l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Indy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière, on comprend que le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Les détails, le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé, empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, le courage consiste à revenir après la chute, avec la blessure encore visible. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, les caisses sur le pont, les vagues et le périscope. Cette continuité rappelle qu'aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. La position de l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite indiquent où se situe le risque. Puis la scène révèle qu'il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloc voit qu'il ne tirera pas. Spielberg place au premier plan l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival. Le détail n'est jamais gratuit. Belloc comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Belloc fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachés. Avec les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière, le film rend le danger concret. Ici, les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pouvoir le diriger. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Les objets, leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte conservent la trace du choix. C'est pourquoi celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Belloc, Toth et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle, on comprend que posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Les détails, les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi,
La victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin. Cette continuité rappelle que le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Andy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloc repartir avec le butin. Les objets, la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule conservent la trace du choix. C'est pourquoi son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Marion frappe Indy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé, on comprend que l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Les détails, le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore, empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Les hommes de Belloc enlèvent Marion et Indy, traversent la foule pour la retrouver. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme. Cette continuité rappelle que l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Cela montre que les Allemands creusent au mauvais endroit car ils n'ont qu'une face du médaillon. La position de les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle qu'une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des Hams. Spielberg place au premier plan le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point. Le détail n'est jamais gratuit. Le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Andy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Avec la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme, le film rend le danger concret. Ici, la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Belloc prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Les objets, les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombe du plafond conservent la trace du choix. C'est pourquoi trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloc offre une politesse trompeuse. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion, on comprend que l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Les détails, l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé. Cette continuité rappelle que le courage consiste à revenir après la chute avec la blessure encore visible. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. La position de les caisses sur le pont, les vagues et le périscope indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle qu'aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles.
Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Spielberg place au premier plan l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite. Le détail n'est jamais gratuit. Il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Andy menace de détruire l'arche, mais Belloc voit qu'il ne tirera pas. Avec l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival, le film rend le danger concret. Ici, Belloc comprend que l'obsession d'Andy est une faiblesse. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Belloc fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachés. Les objets, les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière conservent la trace du choix. C'est pourquoi les hommes font du sacré un spectacle, parce qu'ils croient pouvoir le diriger. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte, on comprend que celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Belloc, Toth et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Les détails, les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative. Cette continuité rappelle que la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. La position de le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Indy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloc repartir avec le butin. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule, on comprend que son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Marion frappe Indy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. Les détails, le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore. Cette continuité rappelle que leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Les hommes de Belloc enlèvent Marion et Indy traversent la foule pour la retrouver. La position de les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Salah montre que les Allemands creusent au mauvais endroit, car ils n'ont qu'une face du médaillon. Spielberg place au premier plan les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil. Le détail n'est jamais gratuit. Une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des âmes. Avec le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombent sur le bon point, le film rend le danger concret. Ici, le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Les objets, la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme
conserve la trace du choix. C'est et pourquoi la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Belloc prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombent du plafond, on comprend que trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloc offre une politesse trompeuse. Les détails, un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. L'hélice, l'aile, la sangle et la poussière. Cette continuité rappelle que le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. La position de le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé indiquent où se situe le risque. Puis la scène révèle que le courage consiste à revenir après la chute avec la blessure encore visible. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Spielberg place au premier plan les caisses sur le pont, les vagues et le périscope. Le détail n'est jamais gratuit. Aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Avec l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite, le film rend le danger concret. Ici, il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloc voit qu'il ne tirera pas. Les objets, l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival, conservent la trace du choix. C'est pourquoi Belloc comprend que l'obsession des Indy est une faiblesse. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Belloc fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachée. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière, on comprend que les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pas pouvoir le diriger. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Les détails, leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Belloc saute et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle. Cette continuité rappelle que posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. La position de les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Spielberg place au premier plan le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin. Le détail n'est jamais gratuit. Le mystère n'est pas résolu, il est rangé hors du regard du monde. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloc repartir avec le butin. Les détails, la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure.
Marion frappe Andy, protège le médaillon de son père et résiste à Thoth pendant que le bar brûle. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Le verre, le feu, le manteau noir de Thoth et le disque gravé. Cette continuité rappelle que l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. La position de le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Les hommes de Belloq enlèvent Marion et Indy, traversent la foule pour la retrouver. Spielberg place au premier plan les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme. Le détail n'est jamais gratuit. L'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Salah montre que les Allemands creusent au mauvais endroit, car ils n'ont qu'une face du médaillon. Avec les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil, le film rend le danger concret. Ici, une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Andy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des âmes. Les objets, le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point conservent la trace du choix. C'est pourquoi le savoir devient une action visible. Jamais une simple décoration de professeur. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme, on comprend que la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Belloq prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Les détails, les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombe du plafond empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloq offre une politesse trompeuse. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion. Cette continuité rappelle que l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Andy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. La position de l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Andy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Spielberg place au premier plan le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé. Le détail n'est jamais gratuit. Le courage consiste à revenir après la chute, avec la blessure encore visible. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Avec les caisses sur le pont, les vagues et le périscope, le film rend le danger concret. Ici, aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Les objets, l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite conservent la trace du choix. C'est et pourquoi il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloq voit qu'il ne tirera pas. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival, on comprend que Belloq comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Belloq fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachée. Les détails, les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière empêchent la scène de devenir abstraite.
Ainsi, les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pouvoir le diriger. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Andy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte. Cette continuité rappelle que celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Belloc, Toth et les officiers sont détruits par la puissance libérée. La position de les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Spielberg place au premier plan les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative. Le détail n'est jamais gratuit. La victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Avec le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin, le film rend le danger concret. Ici, le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Andy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloc repartir avec le butin. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. La balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule. Cette continuité rappelle que son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Marion frappe Indy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. La position de le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Andy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Spielberg place au premier plan le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore. Le détail n'est jamais gratuit. Leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Les hommes de Belloc enlèvent Marion et Indy traversent la foule pour la retrouver. Avec les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme, le film rend le danger concret. Ici, l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Cela montre que les Allemands creusent au mauvais endroit, car ils n'ont qu'une face du médaillon. Les objets, les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil conservent la trace du choix. C'est pourquoi une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. La rivalité entre Andy et Belloc se précise dans ce moment. Andy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des Aimes. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombent sur le bon point, on comprend que le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. La relation entre Andy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Les détails, la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Belloc prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombe du plafond. Cette continuité rappelle que trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloc offre une politesse trompeuse. La position d'un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. Dans cette étape,
la cause et la conséquence restent visibles. Andy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Spielberg place au premier plan l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière. Le détail n'est jamais gratuit. Le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Andy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Avec le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé, le film rend le danger concret. Ici, le courage consiste à revenir après la chute, avec la blessure encore visible. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Les objets, les caisses sur le pont, les vagues et le périscope conservent la trace du choix. C'est pourquoi aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite, on comprend qu'il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloc voit qu'il ne tirera pas. Les détails, l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, Belloc comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Belloc fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachés. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière. Cette continuité rappelle que les hommes font du sacré un spectacle, parce qu'ils croient pouvoir le diriger. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. La position de leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Belloc, Todt et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Spielberg place au premier plan les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle. Le détail n'est jamais gratuit. Posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Avec les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative, le film rend le danger concret. Ici, la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Les objets, le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin conservent la trace du choix. C'est pourquoi le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Andy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloc repartir avec le butin. La position de la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Marion frappe Andy, protège le médaillon de son père et résiste à Todt pendant que le bar brûle. Spielberg place au premier plan le verre, le feu, le manteau noir de Todt et le disque gravé. Le détail n'est jamais gratuit. L'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Andy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Avec le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore, le film rend le danger concret. Ici, leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Les hommes de Belloc enlèvent Marion et Indy traversent la foule pour la retrouver. Les objets, les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme conservent la trace du choix. C'est pourquoi l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion.
La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Ça la montre que les Allemands creusent au mauvais endroit, car ils n'ont qu'une face du médaillon. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil, on comprend qu'une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des âmes. Les détails, le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. La torche, les pierres, les reptiles et le coffre ferme. Cette continuité rappelle que la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Belloc prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. La position de les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombe du plafond indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloc offre une politesse trompeuse. Spielberg place au premier plan un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion. Le détail n'est jamais gratuit. L'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Avec l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière, le film rend le danger concret. Ici, le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Les objets, le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé conservent la trace du choix. C'est pourquoi le courage consiste à revenir après la chute avec la blessure encore visible. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les caisses sur le pont, les vagues et le périscope, on comprend qu'aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Les détails, l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloc voit qu'il ne tirera pas. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival. Cette continuité rappelle que Belloc comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Belloc fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachée. La position de les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pouvoir le diriger. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Spielberg place au premier plan leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte. Le détail n'est jamais gratuit. Celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Belloc, Todt et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Avec les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle, le film rend le danger concret. Ici, posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. La scène ne vit pas uniquement de la cascade, les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Les objets, les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative
conserve la trace du choix. C'est pourquoi la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin, on comprend que le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Andy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloc repartir avec le butin. Spielberg place au premier plan la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule. Le détail n'est jamais gratuit. Son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Marion frappe Andy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. Avec le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé, le film rend le danger concret. Ici, l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Les objets, le médaillon serré dans sa main, et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore, conservent la trace du choix. C'est pourquoi leur alliance est nécessaire, mais la confiance reste précaire. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Les hommes de Belloc enlèvent Marion et Indy, traversent la foule pour la retrouver. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme, on comprend que l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Cela montre que les Allemands creusent au mauvais endroit, car ils n'ont qu'une face du médaillon. Les détails, les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des âmes. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point. Cette continuité rappelle que le savoir devient une action visible, jamais une simple décoration de professeur. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Andy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. La position de la torche, les pierres, les reptiles et le coffre-ferme indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que la peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Belloc prend l'arche et fait fermer la tombe sur Andy et Marion. Spielberg place au premier plan les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombe du plafond. Le détail n'est jamais gratuit. Trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloc offre une politesse trompeuse. Avec un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion, le film rend le danger concret. Ici, l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Andy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Les objets, l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière conservent la trace du choix. C'est pourquoi le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. La rivalité entre Indy et Belloc se précise dans ce moment. Andy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé, on comprend que le courage consiste à revenir après la chute, avec la blessure encore visible. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Les détails, les caisses sur le pont, les vagues et le périscope empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos.
Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite. Cette continuité rappelle qu'il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloq voit qu'il ne tirera pas. La position de l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que Belloq comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Belloq fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachée. Spielberg place au premier plan les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière. Le détail n'est jamais gratuit. Les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pouvoir le diriger. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Avec leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte, le film rend le danger concret. Ici, celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Belloq, Toth et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Les objets, les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle conservent la trace du choix. Et pourquoi posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative, on comprend que la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. La relation entre Indy et Marion n'avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Les détails, le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Indy substitue une statuette par un sac de sable, déclenche les pièges, puis voit Belloq repartir avec le butin. Avec la balance, les flèches, la porte de pierre et la boule qui roule, le film rend le danger concret. Ici, son intelligence est réelle, mais elle est traversée par l'impatience. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Marion frappe Indy, protège le médaillon de son père et résiste à Toth pendant que le bar brûle. Les objets, le verre, le feu, le manteau noir de Toth et le disque gravé conservent la trace du choix. C'est pourquoi l'objet recherché porte aussi la mémoire d'une relation blessée. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Indy propose à Marion de partir au Caire avec la moitié du médaillon. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant le médaillon serré dans sa main et le regard de Marion qui ne pardonne pas encore, on comprend que leur alliance est nécessaire. Mais la confiance reste précaire. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Les hommes de Belloq enlèvent Marion et Indy traverse la foule pour la retrouver. Les détails, les ruelles, la poussière, les paniers et le sabreur qui tourne son arme empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, l'humour du geste rapide ne retire rien à l'urgence de sauver Marion. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Salah montre que les Allemands creusent au mauvais endroit car ils n'ont qu'une face du médaillon. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Les camions, les tentes, les ouvriers et la grande fosse sous le soleil. Cette continuité rappelle qu'une seule information exacte peut déplacer l'avantage face à une armée. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy emploie le médaillon complet pour localiser le puits des M. La position de le rayon de soleil, la maquette et le faisceau qui tombe sur le bon point indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle que le savoir devient une action visible. Jamais une simple décoration de professeur. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy et Marion descendent chercher l'arche au milieu des serpents. Spielberg place au premier plan la torche,
les pierres, les reptiles et le coffre-ferme. Le détail n'est jamais gratuit. La peur des serpents rend vulnérable celui qui doit rester le plus lucide. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Belloq prend l'arche et fait fermer la tombe sur Indy et Marion. Avec les fusils, la porte de pierre et la poussière qui tombent du plafond, le film rend le danger concret. Ici, trouver l'objet ne garantit rien lorsqu'un rival possède les hommes et les sorties. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Marion tente de gagner du temps pendant que Belloq offre une politesse trompeuse. Les objets, un verre, une lampe et le visage vigilant de Marion conservent la trace du choix. C'est pourquoi l'élégance du rival est une méthode de contrainte, non une promesse de sécurité. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Indy attaque le convoi et lutte contre le mécanicien autant que contre la machine. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant l'hélice, l'aile, la sangle et la poussière, on comprend que le décor impose ses règles et refuse de transformer le héros en surhomme. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Indy grimpe sur le véhicule, passe sous le châssis et reprend le volant. Les détails, le pare-brise brisé, les roues, le capot et son bras blessé, empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, le courage consiste à revenir après la chute avec la blessure encore visible. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Indy et Marion fuient avec l'arche avant qu'un sous-marin ne les rattrape. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles, les caisses sur le pont, les vagues et le périscope. Cette continuité rappelle qu'aucune victoire provisoire ne leur offre un véritable repos. Steven Spielberg organise ici une géométrie très claire. Indy s'accroche à la coque pour suivre l'arche jusqu'à une île secrète. La position de l'eau noire, le métal et sa silhouette réduite indiquent où se situe le risque, puis la scène révèle qu'il accepte de devenir presque invisible pour ne pas abandonner la mission. Dans cette étape, la cause et la conséquence restent visibles. Indy menace de détruire l'arche, mais Belloq voit qu'il ne tirera pas. Spielberg place au premier plan l'arme pointée, le coffre et le sourire patient du rival. Le détail n'est jamais gratuit. Belloq comprend que l'obsession d'Indy est une faiblesse. Le mouvement semble simple, mais il oblige un personnage à décider sous pression. Belloq fait ouvrir l'arche devant les officiers nazis et Marion attachés. Avec les uniformes alignés, le couvercle, le vent et la lumière, le film rend le danger concret. Ici, les hommes font du sacré un spectacle parce qu'ils croient pouvoir le diriger. La scène ne vit pas uniquement de la cascade. Indy demande à Marion de fermer les yeux et se détourne avec elle. Les objets, leurs mains liées, les paupières closes et le bruit qui monte conservent la trace du choix. C'est pourquoi celui qui voulait tout voir survit en reconnaissant une limite à sa curiosité. La rivalité entre Indy et Belloq se précise dans ce moment. Belloq, Toth et les officiers sont détruits par la puissance libérée. Là où l'un improvise, l'autre attend que la situation lui profite. Devant les visages levés, la lumière blanche et le silence après le souffle, on comprend que posséder une relique ne signifie pas comprendre ce qu'elle exige. La relation entre Indy et Marion avance par des problèmes matériels, non par des promesses faciles. Les agents récupèrent l'arche et promettent qu'elle sera étudiée par des spécialistes. Les détails, les costumes, la table officielle et la caisse devenue administrative empêchent la scène de devenir abstraite. Ainsi, la victoire se heurte à un pouvoir plus froid et plus opaque. Le film garde toujours le prix physique de l'aventure. Une caisse contenant l'arche rejoint une rangée immense de boîtes anonymes. Rien n'efface la poussière, les traces ou les obstacles. Le chariot, l'étiquette et l'espace sans fin. Cette continuité rappelle que le mystère n'est pas résolu. Il est rangé hors du regard du monde. Le film tient grâce à un équilibre rare. Le scénario de Lawrence Kasdan, construit à partir d'une histoire de George Lucas et Philip Kaufman, reprend l'énergie des sérials d'aventure sans abandonner les émotions des personnages. Harrison Ford donne à Indy un corps fatigué. Il transpire, grimace, se tient le bras, cherche son arme et repart malgré tout. Karen Allen donne à Marion une énergie qui ne dépend jamais d'une protection masculine. Elle garde le médaillon, négocie,
résiste et prend part à la dernière décision. La musique de John Williams agrandit les départs et les courses, mais elle ne rend pas le héros invulnérable. Elle peut se lancer quand le chapeau revient, puis s'interrompre lorsque le sol ou une machine retire tout contrôle. Les nazis de 1936 ne sont pas seulement des uniformes pratiques pour un récit d'action. Ils veulent classer, posséder et militariser une relique. L'Arche répond à cette logique avec une force que personne ne peut administrer. La fin ne demande pas de choisir entre science et croyance. Indy utilise les inscriptions, la lumière et la carte pour atteindre la tombe. Son raisonnement fonctionne. Mais lorsqu'il ouvre les yeux sur une puissance qui le dépasse, il comprend que la recherche ne donne pas tous les droits. Fermer les yeux est alors son geste le plus lucide. La conclusion de Raiders of the Lost Ark est nette, même si elle garde son secret. L'Arche juge ceux qui veulent assister à leur propre puissance. Indy et Marion survivent parce qu'ils refusent ce regard. Les agents américains prennent ensuite l'objet, mais l'entrepôt ne l'explique pas davantage. Ils le cachent. En revenant à l'idole du temple, le trajet d'Indiana Jones devient plus clair. Au début, il tend la main vers un objet ancien parce qu'il croit savoir comment le prendre. À la fin, il détourne les yeux parce qu'il a compris qu'un objet ancien peut exiger autre chose que la maîtrise. Il sort avec Marion dans la lumière ordinaire de Washington, sans le trésor. L'Arche glisse dans une rangée de caisses. Il lui reste une relation réparée par des choix, une fatigue visible et la connaissance la plus difficile de toutes. Parfois, la victoire consiste à savoir quand cesser de regarder. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire.
Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête.
Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet,
un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace
et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Un objet, un geste et une conséquence prolongent ainsi la quête. Le récit avance parce que chaque choix laisse une trace et oblige les personnages à regarder autrement ce qui vient de se produire. Il y a aussi une ironie dans la façon dont le film traite les objets de valeur. La petite idole du début paraît légère, transportable, presque facile à vendre. Elle déclenche pourtant la violence et la trahison. L'arche, beaucoup plus grande, finit enfermée dans une caisse anonyme. Entre les deux, Andy apprend que la taille d'un trésor ne dit rien de ce qu'il fait aux hommes. Un objet peut tenir dans une main et ruiner une expédition. Un coffre peut exiger qu'on détourne les yeux pour rester vivant. Belloq comprend très bien le désir d'Andy, et c'est ce qui rend leur face-à-face plus intéressant qu'une simple opposition entre le héros et son ennemi. Tous deux savent lire des traces et imaginer un monde disparu à partir d'un fragment. Tous deux sont attirés par ce qui a été caché, mais Belloq veut que la découverte confirme sa supériorité devant des témoins. Indy, après avoir échoué plusieurs fois, finit par accepter que la découverte n'est pas une scène dont il serait le maître. C'est cette nuance qui donne à la dernière décision sa force morale. Le film ne cherche pas à faire d'Indiana Jones un sage parfait. Dès que l'occasion se présentera, on peut croire qu'il remettra son chapeau, vérifiera une carte et entrera encore dans un lieu interdit. Pourtant, l'aventure de l'Arche a déplacé son regard. Il sait désormais que certaines réponses ne peuvent pas devenir un cours, une propriété ou une victoire officielle. Cette connaissance n'efface pas son goût du risque. Elle lui donne simplement une responsabilité qu'il n'avait pas au début. C'est pourquoi le plan de l'entrepôt reste si marquant. Il ne montre pas une conclusion heureuse ou malheureuse, mais une vérité mise en attente. La caisse avance lentement, loin des poursuites, des fouets et des flammes. Le monde reprend son ordre administratif, tandis que l'Arche demeure capable de le défaire. Le calme de l'image n'est pas une absence de danger. C'est la preuve que le danger a trouvé un endroit où patienter.